Bonjour tout le monde. Donc, comme Philippe vient de l'expliquer, pour faire suite à sa présentation, moi, je vais détailler davantage le projet de démonstration 1 qui a eu lieu à Mirabel, à l'École de la Clé des Champs. Donc, c'est vraiment un projet, donc on a eu plusieurs étapes pendant lesquelles on a énormément appris. Donc, mes objectifs aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de vous partager les leçons qu'on a apprises, mais aussi d'essayer de démontrer la réduction des coûts de géothermie, puis de la consommation d'énergie et d'appel de puissance qu'on a pu observer pour le bâtiment. Donc, le projet a été démarré en 2020 avec pour objectif d'étudier l'efficacité des PCP dans le contexte climatique et géologique québécois, mais aussi de commencer à stimuler le développement de l'expertise locale pour les PCP, parce que technologie inconnue ou souterraine égale souvent une certaine peur ou une crainte reliée au risque de l'inconnu. Ensuite, pour la sélection du partenariat et du site du système, il y a plusieurs critères, considérations plus politiques et stratégiques, évidemment, mais il y a quand même des critères de sélection de sites pour les PCP qui peuvent indiquer si on a un meilleur potentiel ou un moins bon potentiel. Donc, pour un meilleur potentiel, quelques critères. On parle d'une faible profondeur du socle rocheux et de l'eau souterraine pour minimiser les coûts. Ensuite, on va avoir un avantage si on a la présence d'un aquifère productif, donc ce qui va permettre d'utiliser la saignée et d'augmenter l'efficacité des puits. Puis ensuite, un autre avantage non négligeable, c'est si on a une bonne qualité de l'eau souterraine, donc ce qui va minimiser les risques de colmatage ou de corrosion des équipements. Donc finalement, le partenariat qui a été retenu, c'est avec le Centre de services scolaires d'Émile-Île, donc le CSSMI. Son territoire est situé au nord-ouest de Montréal et heureusement pour nous, ça correspond à un système aquifère qui est assez bien connu et exploité au Québec, donc l'aquifère fracturé du sud-ouest. Donc, ça nous indiquait déjà qu'on avait probablement des assez bonnes conditions sur le site pour les PCP. Maintenant, plus spécifiquement, le projet qui a été retenu, c'est le remplacement des systèmes de chauffage, ventilation et conditionnement d'air à l'École de la Clé des Champs, qui est située à Saint-Augustin à Mirabel. Pour l'ancien système, on avait comme source d'énergie principale du mazout et de l'électricité. Et puis pour le projet de rénovation, il a été décidé de procéder à la décarbonation complète du chauffage, en plus d'ajouter de la climatisation puis de l'air frais pour améliorer le confort dans l'école. Pour le chauffage-climatisation, il a été décidé d'y aller 100% en géothermie, donc avec des PCP qui pourraient être installés dans la cour d'école. Pour les autres équipements en géothermie, on avait une thermopompe au eau, 3 thermopompes au air pour certaines zones, puis une chaudière électrique en redondance, donc simplement un auxiliaire en cas d'arrêt de la thermopompe. Il y a aussi d'autres éléments, donc récupérateurs d'énergie, convecteurs, contrôle, etc., qui ont été inclus dans le projet. Donc, une des premières étapes, ça a été de faire un forage exploratoire sur le site de l'école pour évaluer plus précisément les conditions. Nous, ce qu'on a fait, donc, on a fait la surveillance du forage avec l'échantillonnage des matériaux, le suivi des vitesses de forage, puis le mesurage des venues d'eau pour identifier si on avait bel et bien un aquifère sur le site. Donc, nos observations ont permis de relever la présence d'un grès quartifère très abrasif à partir de 100 mètres de profondeur, ce qui a beaucoup ralenti et rendu plus difficile le forage. On a aussi noté des venues d'eau qui ont vraiment augmenté, qui étaient très élevées vers la base du forage. Donc, ce qui a indiqué effectivement la présence d'un aquifère qui était bénéfique pour nous, mais qui a aussi, encore une fois, rendu très difficile le forage et qui a forcé son arrêt prématuré à 135 mètres. Finalement, on a aussi pu relever la profondeur du roc et la profondeur du niveau de l'eau souterraine, ce qui a permis de confirmer le potentiel très intéressant du site pour les PCP. Donc, par la suite, on a continué avec un programme d'essai de terrain pour permettre de caractériser le site et d'obtenir les paramètres de design. Pour ce faire, à l'époque, on n'avait pas d'équipement, donc il a fallu faire la construction d'une unité d'essai adaptée au PCP. On a des photos ici à gauche sur l'écran de l'unité qu'on utilise toujours aujourd'hui. Il a fallu aussi développer un protocole d'investigation de site qui était approprié pour les PCP.
Donc, ce qu'on a développé et qu'on fait encore aujourd'hui, donc c'est mesure de profil de température initiale, un essai de réponse thermique, un essai de pompage et un échantillonnage de l'eau et analyse de l'eau souterraine. Donc, c'est un programme d'essai qui est assez costaud, assez long et qui demande beaucoup de ressources. Néanmoins, c'est très complet puis ça permet vraiment d'obtenir tous les paramètres thermiques et hydrauliques dont on a besoin pour faire la conception du système. C'est juste noter qu'en ce moment, on fait vraiment les essais de pompage et échantillonnage après l'essai de réponse thermique. Pour alléger le tout, ce serait possible de combiner. Mais pour l'instant, étant donné que c'est des projets qui sont un peu nouveaux, on est obligé de faire une demande de certificat d'autorisation environnementale pour suivre la loi sur la qualité de l'environnement. Donc, c'est obligé pour tous les systèmes qui prélèvent plus de 75 mètres cubes d'eau souterraine par jour. Donc, pour faire une étude hydrogéologique en bonne et due forme, pour l'instant, on fait cette phase-là encore séparément du reste du programme. Donc, par la suite, on a pu procéder au dimensionnement de l'échangeur géothermique, donc à la sélection du nombre de puits qui allait être nécessaire pour fournir le bâtiment en chauffage et clim. Pour y arriver, c'est ça, les besoins de chauffage et climatisation du bâtiment sont indiqués en haut à gauche. On a une demande en chauffage qui est beaucoup plus élevée qu'en clim. Étant donné qu'il n'y a pas encore à ce jour de logiciel adapté ou de méthode simple pour le dimensionnement des PCP, on est allé avec le développement d'un modèle numérique en 3 dimensions assez lourd et complexe. Donc, dont on voit une illustration ici à droite. Le modèle a permis d'évaluer la réponse de la température du sol face à l'extraction ou à l'injection de chaleur. Ce qu'on voit ici, c'est l'évolution du panache froid, donc résultant de l'extraction de chaleur en chauffage. Puis donc, ça a permis de sélectionner un dimensionnement de 5 PCP de 135 mètres, avec l'ajout aussi d'un puits d'injection situé en aval hydraulique pour permettre de retourner l'eau de saignée à l'aquifère. Peut-être une petite note ici, donc 5 PCP, un puits d'injection. Par rapport à un dimensionnement de puits en boucle fermée, ce qu'on a pu estimer, c'est que ça permettait de réduire de 4 à 5 fois le nombre de forages, ce qui est quand même un gain pour l'espace qui est disponible. Donc maintenant, la construction de l'échangeur géothermique a pu être complétée un an plus tard, à l'été 2021, pendant les vacances scolaires. Nous, on a eu la chance de pouvoir comparer les factures du projet de PCP avec des coûts unitaires de factures de projets équivalents qui avaient été construits en boucle fermée dans la même région pendant la même période. Donc, c'est pendant la pandémie, donc je pense que les coûts étaient plus élevés. Donc, à prendre avec un grain de sel. Ce qu'on voit ici dans le tableau, c'est vraiment la comparaison des coûts des deux types d'échangeurs, donc PCP et boucle fermée. Première chose, si on regarde les coûts unitaires pour tout l'horizontal, donc l'excavation et le remblai, on a un coût par puits qui était équivalent pour les deux systèmes. On voit que c'est assez dispendieux, donc c'est un assez bon incitatif à essayer de réduire le nombre de puits. Maintenant, au coût unitaire au mètre pour un puits foré, aménagé et raccordé, on voit ici la fameuse prime à la nouveauté qui est très présente pour les PCP. Bien sûr, il y a quand même des éléments qui peuvent être plus chers dans ce cas-ci. Donc, le fait qu'on avait des conditions de forage difficiles en profondeur, le fait qu'on va forer plus large en surface. Mais malgré tout, il y a quand même, selon nos estimations, une certaine prime à la nouveauté, donc il serait possible de réduire dans les projets futurs. N'empêche que si on regarde un coût estimé total de construction des échangeurs, on a quand même une réduction d'environ un facteur 2 des coûts de construction pour les PCP. Ensuite, si on prend un pas de recul, puis on regarde les travaux de géothermie par rapport à l'ensemble du projet de rénovation, on se rend compte que tout l'extérieur pour la géo, ça représentait moins de 10 % du coût total du projet. Donc, ça vient quand même souligner que oui, la géothermie, ça peut être cher, mais c'est pas seulement les puits, il y a aussi tous les éléments de mécanique, de plomberie, de contrôle qui peuvent vraiment peser sur la rentabilité des projets. Donc, suite à la construction, il y a eu quelques délais à cause de la pandémie pour la mise en marche du système, mais il peut être démarré en décembre 2022. Ici, ce qu'on voit, c'est l'interface qui nous permet de faire le suivi d'opération du système.
Donc, nous, dans notre mandat, c'était plutôt de considérer l'efficacité des PCP. Donc, on s'est concentré sur les équipements de chauffage, donc thermopompes et chaudières électriques, puis tous les équipements du côté source. Donc, 3 pompes circulatrices et 5 pompes submersibles, donc une dans chaque puits. On peut voir aussi qu'il y a 2 échangeurs de chaleur à plaques qui sont installés pour éviter d'envoyer l'eau souterraine dans la thermopompe. Puis, il y a aussi les températures et les débits dans chacun des puits qui sont mesurés en continu. Ici, on voit quelques paramètres d'opération de la boucle d'eau souterraine. Donc, sur le graphique du haut, ce qu'on voit en rouge, donc pour l'hiver 2023 et 2024, donc les 2 premiers hivers en chauffage. Donc, en rouge, c'est la température de l'eau souterraine dans les PCP. La résolution n'est pas super sur les projecteurs, mais ce qu'on voit, c'est que la température a pu être maintenue largement en haut du niveau du gel, qui est le point critique pour éviter des problèmes, donc 0 degrés Celsius. Puis, on peut la comparer à la température de l'air extérieur, qui est la ligne en noir. Ensuite, sur les graphiques du bas, ce qu'on voit, c'est les débits d'opération de la boucle d'eau souterraine. Donc, en bleu, le débit de pompage, qui a été maintenu de manière constante généralement. On sait qu'on pourrait améliorer en faisant un pompage plus réduit pendant l'opération moins intensive. Puis, en vert, ce qu'on voit, c'est le débit de saignée, qui a été quand même utilisé de manière importante pendant le premier hiver. Nous, on estimait que c'était peut-être trop pour les besoins réellement. Donc, il y a eu des ajustements en séquence de contrôle. Puis, on voit que la saignée, en fait, n'a pas été nécessaire par la suite. Donc, cet élément-là a été réglé. Si on se concentre sur les pointes hivernales des 2 hivers, c'est juste pour indiquer que lorsqu'il faisait très froid à l'extérieur, donc moins 26 en 2023 et moins 18 en 2024, la température de l'eau souterraine a été maintenue à un degré adéquat. Donc, ça indique que les PCP pouvaient vraiment fournir toute la chaleur requise par le bâtiment. Maintenant, si on regarde plutôt du côté de l'efficacité énergétique, ce qui est indiqué ici, alors on a en rouge l'énergie thermique totale qui a été fournie au bâtiment par les thermopompes géothermiques. Puis c'est comparé à l'énergie électrique qui a été consommée par les équipements, donc compresseurs des thermopompes, pompes de circulation et pompes submersibles. Si on divise l'énergie thermique par l'énergie électrique consommée, on se rend compte qu'on a un facteur d'environ 2. Donc, ça indique que le système a permis de réduire d'environ 2 fois la consommation énergétique par rapport à un système électrique résistif conventionnel qui aurait un COP de 1. Ensuite, si on regarde l'appel de puissance, lors des périodes de pointe hivernale particulièrement, ce qui est intéressant, donc on a nos 2 épisodes de pointe hivernale, dont celui en 2023, le 3 février, qui correspondait à un record de demande d'électricité au Québec. Donc, on voit qu'à ce moment-là, le système a très bien performé, puis il a permis de réduire de plus de 3 fois l'appel de puissance électrique au réseau. Donc, maintenant, on vient de voir plusieurs éléments très positifs de l'opération du système. Il ne faut pas cacher non plus qu'il y a eu quelques petits pépins ou trucs qui ont un petit peu moins bien marché. Donc, maintenant, c'est ça que je vais regarder. Si on a les mêmes données auxquelles on a ajouté en noir la consommation de la chaudière électrique, donc de l'appareil auxiliaire de chauffage, on se rappelle que la température de l'eau était suffisante pour permettre de jamais utiliser l'auxiliaire, alors que là, il a été activé. Donc, quand on a vu ça, je sais qu'il y a eu des travaux pour faire des modifications aux séquences de contrôle, puis la situation a été corrigée. Par contre, pour la plupart de l'hiver 2024, on voit que ça a bien fonctionné, mais depuis le printemps, donc mars, avril, mai, il y a encore eu de ces épisodes, donc ça indique qu'il y aurait probablement encore des améliorations qui pourraient être faites. Maintenant, si on regarde la répartition de l'appel de puissance électrique, c'est quels équipements qui consomment le plus. On a en noir la consommation de la chaudière, donc de l'auxiliaire de chauffage. On voit que c'est vraiment un élément qui contribue à significativement augmenter l'appel de puissance. Donc, c'est à considérer, encore une fois, pour l'avenir. On a aussi en bleu l'énergie qui est attribuée au pompage, donc qui a représenté environ 40% de l'énergie totale consommée par le système de géothermie, ce qui a contribué quand même à diminuer les économies d'énergie qui auraient pu être encore meilleures.
et qui indique peut-être que pour des projets futurs ou pour ce projet-ci, s'il y a des fonds, on ne sait jamais, il y a des améliorations qui pourraient toujours être amenées au réseau hydraulique et aux stratégies d'opération de pompage. Ici, cette diapo, c'est vraiment en réponse à une question qu'on avait eue, à savoir, est-ce que le système permet de réduire l'appel de puissance pendant les périodes de pointe, qui sont de 6 à 9 heures en matinée et de 16 à 20 heures en soirée, selon ce qu'on entend dans les médias pour d'Hydro-Québec. Donc, sur le graphique du haut, on voit que, effectivement, du lundi au vendredi, il y a un appel de puissance qui est plus élevé en lien avec l'occupation du bâtiment. Sur le graphique du bas, on voit que c'est vraiment plus élevé de 7 à 9 heures le matin, donc au moment d'entrer dans le bâtiment. Donc, j'imagine le bâtiment se réveille, la ventilation, le chauffage pour se préparer à l'arrivée des usagers. Donc, dans ce cas-ci, donc non, le système n'a pas permis d'aplatir la pointe, mais c'est uniquement relié au contrôle et ça pourrait être modifié sans aucune influence négative sur les PCP, au contraire. Par contre, je crois que le tarif utilisé par l'école, c'est le tarif M pour les clients de moyenne puissance. Donc, c'est sûr que sans tarification dynamique incitative, c'est plus difficile d'aller travailler là-dessus, à voir s'il y a des choses à faire pour l'avenir. Maintenant, quelques enjeux opérationnels, donc qui ne sont pas majeurs, mais qu'on a quand même observés et qui seraient intéressants d'améliorer dans ce projet-ci ou des projets futurs. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu quelques sondes de pression submersibles qui ont subi de la corrosion, qui ont dû être remplacées, à voir pour la sélection des prochains équipements. Il y a eu des connexions électriques pour les équipements souterrains qui n'étaient pas adaptés à des milieux extérieurs. Donc, il y a eu des courts-circuits qui ont dû être réglés. Les têtes de puits ne sont pas situées sur des points hauts topographiques, ce qui fait qu'on a tendance à observer du ruissellement donc à l'intérieur des têtes de puits, ce qui peut causer des problèmes en hiver quand ça gèle. Puis finalement, pour l'entretien, ce qu'on m'a partagé à faire une mise à jour prochainement peut-être, c'est qu'il y aurait une vérification annuelle du réseau d'eau, notamment pour le remplacement des filtres, puis un nettoyage à chaque 2 ans de l'échangeur à plaques, peut-être éventuellement nettoyer les pompes submersibles au besoin. Maintenant, mon dernier point, ça va être d'aborder la démonstration de l'innocuité environnementale des PCP. Il y a plusieurs activités qui sont en lien avec ça, qui sont faites par des étudiants de la chaire. Donc, à gauche, qu'on voit, c'est des travaux de modélisation hydrogéologique et thermique régionale qui a été faite par une étudiante, puis qui démontre l'impact hydraulique et thermique assez faible des PCP sur l'eau souterraine régionale. Donc, ce qu'on voit, les carrés en rosé, c'est la périphérie du site. Donc, la perturbation maximale du niveau piézométrique, c'est environ 35 cm. Puis, au niveau de la thermique, c'est moins de 1 degré Celsius. Puis ça, c'est après 10 ans d'opération très soutenue. Donc, à ce niveau-là, pour l'instant, ça semble bien commencer. Puis, à droite, ce qu'on voit, c'est le suivi trimestriel de la qualité physico-chimique et microbiologique de l'eau souterraine, donc qui est faite via des campagnes d'échantillonnage et d'analyse de l'eau. Puis, à ce jour, on n'a pas noté de perturbations notables ou importantes de la qualité de l'eau souterraine pour l'instant. Donc, finalement, peut-être juste un petit retour sur les éléments qu'on a abordés. Le projet nous a permis de développer et de tester une méthodologie de conception des PCP qui apparaît adéquate, donc qui remplit les objectifs qu'on lui demandait. Ensuite, la construction de l'échangeur a démontré des coûts de construction environ 2 fois moins élevés que de la géothermie conventionnelle. On a vu que le système de chauffage avait permis de diminuer de 2 fois la consommation énergétique et 3 fois l'appel de puissance en pointe hivernale. Puis enfin, il y a relativement peu d'entretien qui nous a été communiqué. Puis les impacts environnementaux sont anticipés, sont jugés probablement assez faibles jusqu'à maintenant. Maintenant, pour l'avenir, qu'est-ce que ça a permis de souligner donc, comme travaux qui pourraient être faits pour améliorer la performance puis les projets en général? Donc, comme j'ai mentionné, alléger les essais de terrain, le processus de dimensionnement pour réduire les coûts et la durée des travaux. Ensuite, des améliorations au design et à l'opération de la boucle d'eau pour améliorer les économies d'énergie.
vraiment porter une attention aux séquences de contrôle qui sont assez complexes, mais qu'on a vu qui sont critiques pour diminuer l'appel de puissance électrique. Puis finalement, la démonstration scientifique à long terme de l'innocuité environnementale qui permettra peut-être éventuellement d'adapter la réglementation au PCP plus spécifiquement et non seulement au système qui prélève de l'eau potable. Donc, ça conclut ce que j'avais